BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. Les réponses à toutes vos questions, toutes les questions que vous nous posez. D'ailleurs, il y a une adresse à connaître, Sofiane. Avec vous, @bfmbusiness.fr. L'adresse ne change pas, même pour la 100e de l'émission. Il y a aussi le live LinkedIn et le live sur X. Vous pouvez poser directement vos commentaires et puis on les lit en direct. Nos 4 experts vont répondre à toutes vos questions jusqu'à 13h. La crème de la crème. On n'est pas peu fiers aujourd'hui d'avoir ces experts autour de la table, des habitués qui connaissent bien l'émission et qui vont essayer de répondre à toutes vos interrogations. Geoffrey Fournier, DRH de Securitas, qui est avec nous. Jenny Gauthier, directrice générale du Mercato de l'Emploi. Philippe Fourquet, président de la Fédération des associations 60 000 rebonds. Et Marie Téléchéa, avocate associée au cabinet Téléchéa Avocat. Merci à tous d'être sur ce plateau. On va commencer par la première question, Sofiane. Elle est pour vous, Jenny Gauthier. Comme beaucoup de salariés, nous dit Pablo, j'ai 3 jours de télétravail par semaine. Je n'arrive pas à télétravailler, à m'organiser et surtout à me concentrer. Quels conseils pouvez-vous me donner? On connaît un peu ce syndrome de je finis par regarder la télévision ou l'ordinateur ou mon téléphone et de traîner sur des sites. Exactement. Et moi, je suis très bien placée pour en parler. Je suis nulle en télétravail. Je ne sais pas m'organiser. J'ai vraiment ce syndrome-là. Donc, j'essaye de le combattre aussi. Donc, modestement, si je peux lui appliquer mes conseils qui sont assez similaires avec un entrepreneur aussi. Vous savez que j'ai un réseau d'entrepreneurs. Donc, ils travaillent de chez eux. Donc, ils sont confrontés à la même problématique. Ce que je leur dis souvent, ce qui est important, c'est surtout de se conditionner dans un environnement de travail physique qui va être propice au travail. Donc, éviter de travailler effectivement dans son salon et essayer de se créer cet environnement très studieux qui soit aussi identifiable par sa famille et notamment ses enfants. Que les enfants sachent bien que c'est un endroit que même si on est là la journée, ça veut dire qu'on travaille et qu'on n'est pas là pour eux, ce qui est parfois difficile. Peut-être le compagnon qu'il faut plus ambiancer que les enfants, non, histoire qu'ils s'en occupent. Parce que les enfants, on peut pas. Hein, on peut pas. Peut-être il faut mettre une tête de mort sur la porte. C'est ça. Ça peut être ça. Dans tous les cas, l'environnement physique, il est important. On est souvent confronté aussi à des distractions tout au long de notre journée qui peuvent être pénibles. On pense évidemment aux réseaux sociaux. On va tous trouver dans un moment difficile plus facile d'aller sur LinkedIn et Facebook et c'est pas une bonne idée. Donc d'essayer de se mettre. Il y a des téléphones qui permettent de bloquer les applications. Et puis je dis souvent, c'est une habitude. Donc il faut de la rigueur, de la régularité, se créer des rituels et des habitudes au quotidien. Et à force de le faire, eh bien on va essayer d'être meilleur en télétravail. Pardon, Sofiane. Est-ce qu'on n'est pas devenu un peu multitâche? C'est-à-dire qu'on a appris à travailler, notamment pendant la pandémie de Covid, à faire son Zoom, à écouter d'une oreille et en même temps envoyer des textos pour le travail et en même temps à gérer le petit dernier. Et c'est le piège. Oui, et je ne pense pas que ce soit forcément le plus efficace en fait. Il faut revenir à de la simplicité et quand on travaille, s'octroyer des pauses. Moi, je vois des entrepreneurs, l'effet que ça peut avoir, c'est qu'ils en oublient au contraire de faire des pauses et ça génère de la sédentarité et même du poids. Moi, j'ai une montre qui toutes les heures vibre pour me dire d'aller marcher, par exemple. Ah oui, intéressant, effectivement. Mais ce qui est marrant, c'est qu'avec le recul depuis la pandémie, Geoffrey Fournier, vous allez nous dire ce que vous avez observé, vous, mais on avait plutôt dit que les gens en télétravail étaient quand même productifs, autant productifs, voire plus. Donc finalement, est-ce que ce syndrome n'est pas rare? Oui, c'est vrai que moi j'avais... Bon, en interne, j'ai coutume de dire que le télétravail, c'est pas télé. Donc, il faut vraiment accentuer un certain nombre de choses. La première chose, c'est au niveau de l'organisation personnelle. Tout comme le télétravail, en fait, est sur une base hebdomadaire, en général 2 à 3 jours par semaine, c'est tout simplement avoir un emploi du temps hebdomadaire. Parce qu'au moment où il y a une bonne répartition des choses que je fais en présentiel et des choses que je fais en télétravail, forcément, on gagne en productivité. Et c'est ça, en fait, la deuxième notion à mettre en avant, c'est la notion de productivité. Comme disait Sofiane, il y a beaucoup de personnes qui sont multitâches. Mais en fait, je pense que justement l'enjeu, c'est d'arrêter de l'être en fait, et de faire vraiment ce qui est prévu en fait, et de rester là-dessus. Et ça, c'est un accompagnement que l'on fait en entreprise, et vraiment être dans le présent, c'est ça le point clé. Moi, souvent, dans les réunions, on voit les gens prennent leur PC, répondent à des mails, etc. Et moi, je suis le premier en présentiel à dire attends, on fait une réunion, c'est pour ça. Et tout comme en télétravail, il faut avoir cette discipline de se dire voilà, moi, j'ai un entretien de recrutement de 11h à midi, je suis sur mon entretien de recrutement, je ne suis pas sur autre chose. Et ça, l'organisation personnelle permet de le faire également. Mais c'est ça, je pense, le point clé emploi du temps hebdomadaire et justement être vraiment dans le présent, vraiment dans ce qu'on fait. Une vraie programmation, c'est important. Sofiane. Bon, nous, avec Sandra, on est sur nos téléphones, mais rassurez-vous, c'est pour regarder les questions en direct.
Ça tombe les auditeurs et ici. les téléspectateurs, ça Sur tombe. ce téléphone. On essaye d'être multitâche, mais c'est pour la bonne cause. Vous continuez de nous écrire. En attendant une question pour vous, Philippe, c'est Étienne qui nous dit qu'il veut créer son entreprise, mais qui n'a pas les moyens financiers pour le faire. D'ailleurs, ma banque me l'a déjà bien fait comprendre. À qui m'adresser? Philippe, c'est une très bonne question. Et en fait, ça colle aussi à l'actualité parce qu'il y a une association qui est vraiment remarquable. Et pourquoi je dis que ça colle à l'actualité? Parce elle a fêté hier ses 35 ans. C'est l'ADIE, ADIE. C'est une association qui avait été créée et qui a pour objectif d'aider ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas d'argent, d'avoir la possibilité d'accéder à l'entrepreneuriat. Donc c'est du microcrédit. Ce qu'on appelle le microcrédit, ça permet d'avoir des prêts qui peuvent être de 5 et 10 000. Alors on pourrait dire, il y a uniquement l'argent. Non, il n'y a pas uniquement l'argent, parce que l'ADIE donne aussi un accompagnement aux personnes pour les aider à monter leur projet. Et hier encore, lors de leur anniversaire des 35 ans, beaucoup de bénéficiaires sont venus sur ça. Et l'accompagnement est presque aussi important, on en parle souvent ici, que le montant financier. Donc n'hésitez pas à les contacter. Ce qu'on disait hier par rapport aux banques et l'approche des banques par rapport aux entreprises, c'est qu'à partir du moment où c'est pas notre première entreprise, qui a eu des échecs avant, la banque française, elle a quand même souvent du mal à prêter, contrairement à d'autres pays d'ailleurs, où l'échec est plus valorisé. C'est le cas aujourd'hui, confirmé? Oui, ça reste quand même le cas, puisqu'il y a des règles en matière de normes et autres au sein des banques qui font que quand il y a déjà eu un échec et autres, ça peut avoir des conséquences pour refuser le crédit, si je puis dire. Il y a quand même des évolutions. En tout cas, nous, on est hyper sollicités. Quand je dis nous, c'est 60 000 rebonds. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils nous demandent de venir faire témoigner des chefs d'entreprise qui ont connu l'échec devant leur chargé de clientèle. Pour commencer, alors ça ne va pas révolutionner du jour au lendemain, les chargés de clientèle ne vont pas vous ouvrir les portes demain comme ça, mais commencez à réfléchir qu'un parcours d'entrepreneur, et on le sait tous, c'est fait de haut et de bas, et que si on dit on ne finance pas ceux qui ont eu des bas et qui ont eu un échec, eh bien ça pose vraiment des questions. Geoffrey? C'est vrai que culturellement, alors sans rentrer dans la spécificité de la chose, mais c'est vrai que culturellement en France, on est plutôt sur une culture du résultat, etc. Les anglo-saxons sont pas trop là-dedans. Échec égale expérience. Et je pense qu'on a à s'inspirer de ça. Un échec égale une expérience et il faut avancer. Pour le coup, les institutionnels le font très bien par l'intermédiaire de retours d'expérience, etc. Et c'est vrai que la culture militaire également valorise ça. Jenny? Je rebondis sur ce que vous disiez. Je suis d'accord avec vous. L'ADIE, c'est un très très bon partenaire lorsqu'on veut entreprendre. Il faut différencier le montant de l'investissement qu'on a besoin pour créer son entreprise. Il y en a qui demandent des centaines de milliers d'euros. Quelquefois, c'est quelques milliers d'euros. Moi, ce que je vois, c'est quand on n'a pas ce financement pour le faire, ça peut être aussi un bon indicateur que c'est pas le moment pour le faire, parce que c'est important d'avoir une autonomie financière quand on entreprend pour pas se mettre en difficulté par la suite. Ouais, souvent, ce que je leur recommande, c'est ça nous met en condition d'entrepreneur, quoi. Prenez le temps d'avoir les fonds nécessaires pour entreprendre, vous serez dans les meilleures conditions après. Donnez-nous votre avis sur cette question et sur toutes les questions que vous avez à nous poser sur la vie en entreprise. Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo. Sofiane. Et vous réagissez sur les réseaux sociaux à la question du jour. Pénurie de cadres, est-ce la faute des recruteurs? J'ai déjà deux personnes en face de moi. Jenny et Geoffrey sourit. Pour les gros yeux, là, je le sens mal. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi on en parle aujourd'hui. Eh bien, c'est parce qu'une enquête menée auprès de 2000 cadres pour l'association pour l'emploi des cadres laisse penser que c'est peut-être le cas. Les recrutements sont jugés trop longs pour les cadres actuellement en emploi. 52% attendent une réponse à leur candidature sous moins de 3 semaines. Entre autres griefs, on va y venir. Et vous avez réagi sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Gaël met en cause les annonces publiées par les recruteurs. Bac plus 5, double cursus, donc grande école, polyglotte, moins de 40 ans, mais avec 25 ans d'expérience. Créatif, mais rigoureux. Manager, mais expert. Bref, vous cherchez le mouton à 12 pattes. C'est ce qu'elle vous reproche. Eric nous dit, lorsque je vois les remontées faites sur les entretiens, cela fait froid dans le dos. J'ai l'impression que certains services RH sont totalement déconnectés de la réalité. Vous me direz si c'est votre cas. Et Florent dit, on oublie trop souvent qu'un recrutement, c'est dans les deux sens. L'entreprise cherche une personne pour un poste, mais il convient aussi de regarder les aspirations du candidat afin qu'il puisse s'épanouir dans le poste en question. Bref, nos internautes sont assez sévères avec les recruteurs, vous l'avez compris. C'est de leur faute. On a donc posé la question et donné la parole à la défense, à Nicolas Galita qui était avec nous hier. Il est créateur de contenu d'une école de recrutement.
Les recruteurs et les recruteuses ont bon dos. C'est un peu comme si, quand le marché immobilier part à la baisse, on se dit, est-ce que c'est à cause de mon agent immobilier que j'arrive pas à vendre ma maison? Bien sûr que l'agent, il est là pour vous aider, mais avant ça, il faut réfléchir à d'autres choses. Est-ce que c'est le bon salaire? Est-ce qu'il est au bon endroit? Est-ce qu'il y a les bonnes conditions? Je pense notamment au télétravail. Il y a plein de choses qu'on peut faire autres qu'augmenter le salaire. Mais déjà, le salaire, hein, si on savait que si on augmente le salaire sur un poste, évidemment, il y a d'un coup moins de pénurie. Il y a deux grands facteurs, leviers d'attractivité et de motivation. C'est proposer de l'autonomie aux gens. Donc là, pareil, encore en poste télétravail, mais pas que. La manière de s'organiser, avec qui ils travaillent, comment ils travaillent, sur quoi ils travaillent, et à quel point je leur permets de développer une expertise. Et déjà, si vous travaillez ces points, il y a moyen que vous ressentiez moins la pénurie, parce que même dans une pénurie, il y a des gens qui recrutent. Voilà les conseils de Nicolas Galita, notre expert recrutement qui était avec nous hier. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes ces réponses très pertinentes dans le podcast et en replay de l'émission. Mais je vais vous demander désormais de trancher le débat. Qui a raison? Est-ce que ce sont nos auditeurs qui vont vous envoyer des courriers en masse ou est-ce que c'est Nicolas Galita? Je pense que c'est surtout une notion de contexte. C'est certainement, en fait, les offres d'emploi sont peut-être trop sélectives par rapport à un besoin réel et qu'on ne remonte pas précisément ce dont a besoin de l'entreprise. Ce qu'il faut voir, en fait, également par rapport à ça, c'est que y a deux réponses possibles. Le premier, c'est l'attractivité d'une entreprise, c'est de proposer des parcours en interne qui soient valorisants. Donc le recrutement en externe, il n'est pas forcément la solution idéale. Et la deuxième chose, c'est de proposer un parcours managérial cohérent. On avait parlé lors de ma précédente intervention de la nécessité de proposer à la fois un parcours d'expertise, un parcours de manager. Je pense que ce point sur les cadres et le recrutement des cadres, si on propose des parcours managériaux cohérents à ces cadres, je pense qu'on a déjà une clé de la solution. Avec formation et promotion. Hein. Bien voilà, tout le package. Jenny? Je suis d'accord avec Nicolas, je suis solidaire envers les recruteurs. En fait, le monde aussi, notre société a évolué aujourd'hui. On le voit depuis le Covid, il y a beaucoup plus de mobilité de carrière. Donc, on va être de plus en plus confronté à postuler à des offres. Et donc, pour ça, il faut que les offres elles soient plus attractives, évidemment. Et c'est notre rôle de recruteur de le faire. Donc, c'est pas parfait. Ça évolue. Et en parler, on va faire en sorte de s'améliorer. Malgré tout, il y a plusieurs griefs. Je vous parlais de la transparence. Il y a aussi la question du temps. C'est très énergivore quand même un entretien. Les 90% des cadres ne veulent pas passer plus de 2 ou 3 entretiens, notamment quand ils sont en poste. On les comprend. Déjà beaucoup, oui, tout à fait. En fait, la difficulté que l'on a, c'est encore la notion de process. À partir du moment où vous avez une aide extérieure, un accompagnement extérieur via un cabinet de recrutement, on rajoute des entretiens. Donc, il faut être vraiment très, très carré dans le suivi de cela, de manière à ce que ce ne soit pas trop long. On rajoute des entretiens, mais pas forcément une durée. Et après, en process interne, c'est vrai qu'envisager pour un poste de cadre au-delà de 3 entretiens, c'est juste pas compréhensible à mon niveau. Donc moi, j'ai une règle au sein de Securitas Technologies, c'est 2 à 3 entretiens et 1 entretien par semaine au maximum. Et la propale, elle tombe forcément à la fin de la semaine du dernier entretien. Et concernant le salaire, parce qu'il y a le montant du salaire, mais aussi le dévoiler, 2/3 des candidats veulent connaître le salaire avant même le premier entretien. Ça veut dire, j'ai pas envie de perdre mon temps. Si le salaire est trop bas, ça ne sert à rien de perdre mon temps à venir à votre entretien. Oui, tout à fait. Il y a la transparence des salaires également. Dans le cadre des offres d'emploi, désormais, il est assez commun, à défaut d'avoir un salaire précis, d'avoir une fourchette assez précise également. Donc tous ces éléments-là, ça permet de réduire le nombre de candidats potentiels au départ. Rappelons que le process idéal de recrutement, c'est une offre bien ficelée, un candidat, un premier entretien, un deuxième entretien, une seule proposition. Donc c'est ça en fait la courbe idéale qui est difficile dans les faits à truc, mais c'est ça. Donc tout ce dont on se parle, en fait, ça doit concourir à ça. Une dernière question avant la pause, Sofiane? Pour Marie, notre juriste spécialiste des entreprises en difficulté, Dimitri nous dit quels sont les cas de responsabilité d'un dirigeant en cas de faillite de son entreprise. Marie? Alors, effectivement, on peut avoir une responsabilité des dirigeants en cas de liquidation judiciaire de son entreprise. Les fautes les plus classiques, c'est l'absence de tenue régulière d'une comptabilité, c'est se rembourser ses comptes courants juste avant de déposer le bilan, c'est utiliser les biens de l'entreprise à des fins personnelles, ou c'est, et ça c'est la faute la plus classique, le retard dans la déclaration de cessation des paiements, parce qu'il faut déclarer dans un délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, et les entrepreneurs malheureusement prennent trop de temps, et ça ils ne sont pas au courant en fait de ces règles-là, c'est ce que vous dites? Alors soit ils ne sont pas au courant, soit ils se disent on va trouver des solutions, et je veux vraiment éviter d'aller au tribunal parce que ça me fait peur, et on peut également le comprendre. Et le retard va générer des dettes supplémentaires, et ces dettes-là peuvent être mises à leur charge s'ils retardent trop
le dépôt. Philippe, cas de figure que vous voyez régulièrement ? Ah oui, c'est vraiment des situations qu'on rencontre très fréquemment. Ce délai qu'attendent les chefs d'entreprise pour aller déposer le bilan alors qu'ils sont déjà en cessation de paiement. Et même ça rebondit sur une autre question, c'est dès les premières difficultés, on en parle souvent, s'entourer, demander à des pairs, à d'autres chefs d'entreprise, des conseils, ne pas s'isoler pour ne pas se retrouver dans cette situation-là. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut s'entourer avant que les problèmes n'arrivent. Voilà. Comme ça, on sait à qui faire appel, justement, en cas de problème. Et c'est pour ça qu'au moment on va leur dire qu'ils doivent aller au tribunal, ils vont prendre la cabane va leur tomber sur la tête, si vous voulez, d'une certaine façon. Et alors que si le travail avait été fait en amont, peut-être qu'on serait arrivé également au dépôt de bilan, mais on l'aurait, entre guillemets, géré. Souvent, certains chefs d'entreprise nous disent le dépôt de bilan, c'est dur à dire, c'est aussi un acte de gestion. Ouais. C'est aussi un acte de gestion. C'est un acte de gestion. Et donc, il faut le préparer, il faut l'anticiper. Et comme vous le disiez, le tribunal fait peur. Le tribunal fait peur. Déjà, le mot tribunal en soi. C'est pas une raison pour faire l'autruche, on le dit souvent aussi dans cette émission. On va parler des seniors dans un instant, Sofiane. Oui, c'est l'autre sujet qu'on aborde beaucoup dans cette émission, parce que notre pays est à la traîne en matière d'emploi des plus de 50 ans, même si les chiffres ont tendance à légèrement s'améliorer. Alors on vous pose la question, les entreprises françaises ont-elles un problème avec les seniors ? Question cash, vous réagissez sur les réseaux sociaux de l'émission et on en parle dans un instant avec notre expert. A tout de suite. Avec vous sur BFM Business. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. On est avec vous jusqu'à 13h avec nos experts pour répondre à toutes vos questions. On vous rappelle l'adresse de l'émission. Avec vous, @bfmbusiness.fr. Je vous l'ai déjà dit, c'est la 100e. C'est la 100e. On n'est pas peu fiers, c'est vrai. On est fiers de cette émission. Vous continuez de nous envoyer vos courriers et on vous lit jusqu'à 13h avec nos 4 experts qui sont là pour vous répondre. Geoffrey Fournier, pas Geoffrey Fournier, je ne sais pas pourquoi. Il est américain. International Geoffrey. De Securitas Technologies, Jenny Gauthier, directrice générale du Mercato de l'Emploi, Philippe Fourquet, président de la Fédération des associations 60 000 rebonds, et notre juriste Marie Téléchéa, avocate associée au cabinet Téléchéa. Avocat, on parlait de l'emploi des seniors, Sofiane. Et on se demandait si les entreprises françaises avaient un problème avec les seniors. Selon l'INSEE, le taux d'emploi des plus de 50 ans a augmenté en France de 1,2 points depuis un an. Mais quand on regarde de près, on se rend compte de 2 problèmes. D'abord, la France est à la traîne par rapport à ses voisins européens. Et puis surtout, plus on monte en haut de la pyramide, plus c'est compliqué pour ce taux d'emploi des seniors. Là aussi, j'ai envie de vous dire, c'est aussi de la faute des recruteurs et des RH, c'est votre faute. C'est votre fête aujourd'hui, Geoffrey. Oui, je pense qu'on porte une part de responsabilité quand même les entreprises là-dedans, faut être clair aussi. C'est vrai que naturellement, pour tout un tas de mauvaises raisons, je pense, qui sont plus liées à des préjugés, notamment vis-à-vis des rémunérations et d'un manque de flexibilité, etc. Ouais. On n'est pas les meilleurs élèves là-dessus. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est très concrètement détailler un petit peu les avantages d'avoir des profils plus seniors. Le premier, c'est la stabilité. Les gens qui ont un certain âge et qui postulent dans votre entreprise, en fait, sont moins assujettis à un turnover. Ça, c'est vraiment réel et ça a été confirmé par de nombreuses études. Et le deuxième point, c'est cette capacité à mentorer les plus jeunes générations. Oui. On a tendance à oublier cela. Ce qui compte dans une entreprise, c'est le collectif. Et le collectif, il s'appuie beaucoup sur la seniorité. On va en parler avec une spécialiste, Sofiane. Et oui, on va passer un petit coup de fil à quelqu'un qui connaît bien le sujet, Sybille Lemaire, directrice exécutive de Bayard et fondatrice du Club Landois. Bonjour Sybille. Ce soir, la charte 50+ sera signée par les représentants des nouvelles entreprises engagées au ministère du Travail. En quoi ça consiste exactement et qu'est-ce que ça pourrait changer ? D'abord, un grand merci pour votre invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Vous avez raison d'être fiers de cette émission. Elle est remarquable. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on partage exactement les chiffres que vous avez énoncés précédemment. Nous, au Club Landois, ce dont on est convaincus, c'est que le vieillissement, ce n'est pas un risque, mais c'est une réalité pour les années à venir. Donc, à partir de là, que pouvons-nous faire ? Que devons-nous faire pour écrire un nouveau pacte social qui soit économiquement soutenable et socialement souhaitable ? Alors, de manière très pragmatique, les entreprises ont conscience de ces chiffres, mais là où elles sont pragmatiques, c'est qu'elles ont un double enjeu. D'abord, un enjeu d'inclusion, où il va devenir de plus en plus difficile d'exclure ce qui va devenir pour un certain nombre d'entre elles une majorité, c'est-à-dire les employés de plus de 50 ans, premier élément. Le deuxième élément, c'est que
avec une société qui vieillit, on peut se dire que notre performance économique va dépendre de notre capacité à tirer parti du vieillissement démographique, avec un enjeu premier, ça va être le sourcing des talents. Et donc, face à cela, on émet un certain nombre de propositions et d'engagements. L'engagement premier, et c'est cette charte qui est téléchargeable sur notre site. Vous verrez, elle est assez simple, elle est publique. C'est un outil pour penser les programmes des entreprises. Il y a, et on est très fiers de cela, 136 entreprises signataires ce soir au ministère, comme vous le rappeliez. Alors, des entreprises très diverses. On était, je le rappelle, que 32 entreprises il y a de ça 2 ans. On a eu un engouement à souligner cette année. Alors, vous avez à la fois la French Tech Grand Paris, France Travail, Klaxon, Lupes, Silver Valley, Welcome to the Jungle, Publicis, BETC, etc. Et concrètement, pardon de vous couper, Sybille, mais concrètement, quand on rentre dans le cœur du sujet, c'est 136 entreprises, donc ça montre déjà que elles sont de plus en plus nombreuses, mais concrètement, elles s'engagent à quoi quand elles signent cette charte ? Alors, cette charte, elle est courageuse parce que quand vous la lisez, en clair, vous prenez en considération le problème. C'est-à-dire que la première chose, et peut-être même la plus difficile, j'ai envie de vous dire, ça va être la transformation culturelle. Fondamentalement, il y a effectivement un besoin de choc de prévention. C'est-à-dire que c'est comme si on ne voulait pas voir ce qui va advenir. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup cet aphorisme de Groucho Marx, c'est que dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Nous, on n'est pas... C'est vrai qu'on est dans un choc de prévention. Nous, on dit en fait, il n'y a pas à débattre du sujet. L'avantage de la démographie, c'est que c'est une science exacte. Donc, on peut s'étonner effectivement de notre taux de fécondité, mais enfin, il n'y a quand même rien de nouveau, à ceci près qu'effectivement, la baisse de la natalité s'accélère. Ce n'est pas un problème français, c'est un problème européen, et j'ai envie de vous dire, de l'ensemble des pays développés. Donc, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font ? Nous, on s'est dit, il faut qu'on se mobilise, et on est toujours effectivement plus fort à plusieurs. 136 boîtes qui viennent de partout de France, des entités, vous avez des scale-up, vous avez des grandes entreprises. Qu'est-ce qu'on dit ? Adresser le sujet dans des entreprises. L'énorme difficulté que nous avons, c'est que vous avez des personnes qui, en face de vous, ont l'impression d'être peu considérées, assignées, et donc d'avoir une première mobilisation qui est de dire on va vous considérer avec une charte qui va prendre en compte un certain nombre d'éléments, notamment sur le développement des compétences, sur les opportunités professionnelles, sur la santé et le bien-être au travail, notamment sur la question des aidants et sur cette idée de formation. Voilà, c'est une première étape, mais qui nous semblait importante. Vous nous dites, Sybille Lemaire, première étape pour aller jusqu'où ? Parce que finalement, on peut se dire, avec cette logique-là, est-ce qu'il ne faut pas en passer par la loi, par la contrainte, pour qu'en fait, les entreprises jouent vraiment le jeu ? Vous pensez qu'avec une charte et en les affichant, en montrant qu'elles sont de bonne volonté, ça suffira à inverser la tendance ? Alors, on va plus loin que ça, puisque nous lançons le premier index sur l'emploi des plus de 50 ans aussi cet après-midi. C'est un index volontaire. Alors, il faut savoir que nous avions 46 entreprises signataires l'année dernière, donc 30 d'entre elles ont accepté, et c'est assez formidable, de partager leurs données. Ça représente à peu près 600 000 salariés qu'on a pu étudier. Alors, l'index, vous n'allez pas être étonné, il y a 4 indicateurs. Ce qui est à retenir de l'index, c'est que il faut faire attention, il est représentatif, bien évidemment, des entreprises signataires. Et ce qui sera intéressant, c'est d'étudier ces données de façon plus longue. C'est donc une photo des entreprises. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un nombre croissant de personnes de plus de 50 ans dans ces entreprises. Ça représente déjà 32%. L'indicateur de formation, par contre, est faible, puisqu'on est déjà à moins 4 points par rapport au nombre de salariés. Il régresse encore plus lorsqu'on compte le nombre d'heures de formation des salariés de plus de 50 ans. On a une mobilité qui est à moins 10 points. Donc ça laisse penser qu'il y a de la formation, mais pas pour orienter sur une mobilité. C'est un tout petit peu en milieu. Et puis il y a un indicateur qui ne va pas vous étonner, mais tout de même, c'est vrai, c'est qu'une fois que vous êtes sorti de l'emploi, il y a une très grande difficulté à recruter, puisque le taux de recrutement est à 10% avec de très fortes disparités
entre les entreprises. Merci beaucoup Sybille Lemaire pour ces données et puis pour cette initiative, directrice exécutive de Bayard, fondatrice du Club Landois et donc signature ce soir de cette charte 50+ par ces dernières entreprises engagées au ministère du Travail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct dans notre émission avec vous. Vous continuez bien sûr à réagir à ces sujets. Posez vos questions à nos experts à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. C'est vrai que dans chaque senior, il y a un jeune qui s'est demandé ce qui s'est passé. Est-ce que dans chaque entreprise, il y a une je ne sais pas, il y a des dirigeants qui se disent qu'est-ce qui est arrivé à nos jeunes employés? Enfin, je veux dire, c'est ça. Il y a quand même une question d'anticipation dans la question des seniors au travail, Geoffrey, c'est-à-dire est-ce qu'on demande aujourd'hui aux trentenaires de déjà penser à leur avenir, à réfléchir à eux-mêmes, à ce qu'ils veulent faire? Est-ce que c'est un travail collectif comme ça qu'il faut envisager? Oui, je pense qu'il y a un travail collectif à envisager de ce type, mais pas uniquement. Si on prend un petit peu de recul dans le cadre des éléments qui ont été détaillés ici, c'est vraiment la notion d'entreprise inclusive en fait qui est essentielle d'avoir en tête. Et on a tendance à peut-être se focaliser sur des franges, sur des thèmes entre guillemets de l'inclusivité qui ne sont pas forcément les plus représentatifs. Oui. Et peut-être on n'a pas suffisamment focalisé sur les seniors. Et je pense qu'en tant que DRH, j'en porte une part de responsabilité. Donc c'est pour ça que je le dis assez aisément. C'est en transformation, mais c'est vrai que ça concerne tout le monde. Sofiane. Futur Voyageur 75 nous dit intéressant débat sur la gestion des seniors en entreprise. La diversité des âges est clé pour l'innovation. Quelles mesures prennent les entreprises pour intégrer les seniors? Ça fait partie du débat qu'on avait avec Sybille Lemaire il y a un instant. Une réaction? Moi, pour réagir, c'est bien, les choses avancent. On parlait, est-ce qu'il faut que ça aille jusque la loi? Déjà, je pense que cette initiative de charte, c'est une bonne chose, d'index aussi. Et nous, notre métier de recruteur, elle a parlé de transformation culturelle. Je trouvais ça très intéressant de dire, on le fait au quotidien. C'est comme l'égalité des droits de la femme aussi en entreprise. C'est un peu les mêmes sujets. Il faut continuer à en parler. Et puis, vous savez, mon attachement à l'entrepreneuriat, les seniors veulent travailler. Ils veulent travailler aussi parfois longtemps, hormis les métiers pénible évidemment, et nous au sein du Mercato on a des seniors qui sont absolument remarquables. C'est une vraie diversité, une vraie chance d'avoir des seniors au quotidien, donc je leur déclare toujours mon amour et je les chéris énormément parce qu'ils sont une bombe d'énergie, que ça soit en entreprise ou en entrepreneuriat. Donc s'ils ont du mal peut-être à trouver un emploi aussi, de penser à l'entrepreneuriat parce qu'ils n'y pensent pas toujours. Oui, c'est vrai, on en parle souvent, on a beaucoup de réactions dans ce genre sur notre adresse. Sofiane. Marie, on vous déclare notre amour, mais à travers des questions. C'est Tristan qui nous dit, y a-t-il des protections juridiques pour mon entreprise? Nous sommes dans une impasse de trésorerie. Marie. Alors, effectivement, s'il y a une impasse de trésorerie, il faut protéger sa trésorerie et il faut solliciter l'ouverture d'une procédure collective au tribunal. Donc, il y a deux types de procédures. Donc, soit on n'est pas en état de cessation des paiements, mais on va bientôt l'être si on ne fait rien. Donc, on demande une procédure de sauvegarde. Ça va geler immédiatement le passif. Soit on est déjà en état de cessation des paiements et on sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire. À quoi servent ces procédures? On va se faire assister pendant une période d'un an par un administrateur judiciaire pour présenter un plan de sauvegarde de l'entreprise qui, en gros, permet un apurement de ses dettes sur 10 ans. Voilà. Philippe. Un sujet, je ne reviendrai pas sur la partie juridique qui est très claire, mais un sujet à la base de la question, c'est le suivi de la trésorerie. Oui. C'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire que malheureusement, trop souvent, et nous on le voit bien puisqu'on a les causes des raisons qui amènent les entreprises à venir nous voir chez 60 000, trop souvent ce sujet-là est sur le tapis. Oui. C'est-à-dire qu'ils étaient focus, et on le comprend, sur leur chiffre d'affaires, sur leur développement, mais ce chiffre d'affaires on ne l'encaisse pas forcément immédiatement. Il faut payer pendant ce temps-là les salaires, il faut payer les fournisseurs, donc il faut avoir un volant de trésorerie pour pouvoir financer ce décalage. Et malheureusement, trop souvent, ces sujets-là ne sont pas suffisamment anticipés. Malgré la présence de comptables et de professionnels au sein de l'entreprise. Malgré la présence de comptables dans l'entreprise ou d'experts comptables. Mais souvent, l'expert comptable est pris comme quelqu'un qui vient une fois par an, entre guillemets, trop souvent, et malheureusement, faire le bilan annuel pour les déclarations fiscales. Ah oui, c'est ça. Je caricature un peu. Et malheureusement, ce travail de monter un prévisionnel de trésorerie, de le suivre et d'être très focus là-dessus, c'est fondamental. D'ailleurs, on le voit, les anglo-saxons, souvent, quand on regarde les comptabilités anglo-saxonnes, la façon dont les anglo-saxons suivent leurs comptes, en priorité, c'est la trésorerie qui suivent.
avant même de faire les charges, les produits à payer ou choses. Non, eux, c'est la trésorerie. Ils sont, comme ils disent, cash basis. Et donc, ils suivent l'encaissement, le décaissement et comment on suit notre trésorerie. Vous voyez plus souvent votre comptable. C'est la question, la solution du jour. Sofiane. Après le coup de fil, le message vocal du jour, on l'a reçu accompagné d'un courrier. C'est la boîte aux lettres de BFM Business. Stéphane, 53 ans, nous écrit: je suis en invalidité, 2e catégorie pour épilepsie et je ne trouve aucun emploi. J'ai travaillé pendant 20 ans dans l'assurance de personnes et en tant que coursier. Mon CV n'aide pas, je ne travaille plus depuis 7 ans. Alors on a pris contact avec lui et puis on vous propose d'écouter un extrait de son témoignage. Je cherche un emploi que je ne trouve pas, car les emplois soit ne sont pas adaptés à ma situation, soit ne sont pas à la hauteur des exigences demandées par l'employeur en termes de rémunération. Donc je pense qu'il faudrait que les employeurs adaptent les conditions de travail et les salaires aux exigences qu'ils ont. Sinon, ils ne trouveront pas. En plus, la difficulté dans mon cas, c'est que jusqu'à maintenant, en tant que commercial, je devais me déplacer, mais ne pouvant plus conduire, il faut que je trouve un poste en agence, car je ne peux plus faire de la prospection physique comme je le faisais auparavant. Il était courtier en assurance, donc effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire espérer pour un profil de ce genre, ou des conseils peut-être pour se remettre dans le recrutement? Alors effectivement, c'est une situation qu'on voit très régulièrement quand il y a ce genre de personnes, notamment l'approche du handicap. On parlait des seniors, des femmes. Le handicap aussi, c'est une perception qui doit évoluer. Pour autant, il y a beaucoup d'entreprises qui sont ouvertes et favorables et qui évoluent dans ce sens-là. Je sais qu'il y a des sites spécialisés aussi qui existent, qui mettent en avant les offres d'emploi qui sont ouvertes aux situations des personnes en handicap. Donc, par exemple, quel type de site? Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, donc je pourrais vous le redire, oui, Sandra, plus tard, mais sauf si Geoffroy le connaît dans votre entreprise. Non, désolé. Voilà, donc il y a des structures et des sites qui existent dédiés, j'y reviendrai promis pour vous donner ces informations-là, donc je pense que ça peut être une grande aide de sa part. Après, je reviens plus largement sur la situation de chômage qu'il est en train de vivre, qui est commune à beaucoup de gens qui la vivent, qui est déstabilisante, et paradoxalement, on pourrait penser que c'est une situation qui peut être favorable pour lui parce qu'il est sur le marché du travail, il est disponible, et dans une situation de pénurie de talent, il pourrait trouver un travail. C'est justement pas le cas, mais il y a un travail aussi à faire sur lui, de relativiser, de continuer à persévérer et peut-être à prendre le temps de se reformer, de voir ce qu'il pourrait faire d'autre par rapport à sa situation actuelle et de se reconvertir. On parle beaucoup de reconversion professionnelle. Là encore. Ça peut être un sujet pour lui. Geoffroy, très vite. Oui, moi je pense que la notion d'accompagnement dans son cas, parce qu'il y a quand même une addition en fait de contraintes, la nécessité de faire sédentarité commerciale sédentaire, la nécessité donc d'expliquer un peu ce trou de 7 ans. Je pense qu'il faut qu'il se fasse accompagner et qu'il y a plein de structures locales qui existent et qui le font très bien. Donc qu'il n'hésite pas à ne pas rester, surtout ne pas rester seul. Seul et l'accompagnement, encore une fois. C'est l'heure de notre question JO. Avec vous, la question JO. On pourrait appeler ça le moment optimisme avant les JO, parce que là, on a du mal à être optimiste. Le contexte, les interdictions, tout ça, ça se multiplie. Non. Attention, en entreprise, on a des outils pour vivre cette période sereinement. On essaye de vous les détailler dans cette émission. Sofiane. Oui, du moins, on essaye tous les jours à la même heure, à 12h45 en direct. Cette fois, c'est une question de Léopold qu'on a choisie aujourd'hui. Quelle est la conduite à tenir pour obtenir le QR code pour circuler dans les périmètres de sécurité pendant les Jeux ? Question pour vous, Geoffrey. J'imagine que vous avez étudié le plan, les zones rouges, les zones vertes, et que vous allez pouvoir nous aider à traverser toutes les zones. Déjà, ça me fait peur parce que je ne crois pas qu'il y ait de zone verte. J'ai dit ça, non, en ce qui concerne donc les QR codes, en fait, elles sont nécessaires donc pour deux types de zones, les zones grises et les zones rouges. Les zones grises correspondent donc en Ile-de-France aux zones donc de la cérémonie d'ouverture. Donc, il est nécessaire d'avoir des QR codes donc du 18 au 26 juillet jusqu'au 26 juillet 13h, puisqu'à partir de 13h, en fait, on est vraiment dans la cérémonie d'ouverture et ça devient les billets tout simplement de la cérémonie d'ouverture. Donc ça c'est le premier point. En ce qui concerne donc les zones rouges, à partir du moment où vous êtes en véhicule, les zones rouges, enfin le QR code est nécessaire au sein des zones rouges, et pour les zones grises, comme je le disais, également en véhicule, également en véhicule. Donc vous avez un site internet qui est dédié, donc passejeu.fr, qui est très bien fait. Actuellement donc la partie zone rouge n'est pas activée, c'est exclusivement les zones grises pour la partie
Île-de-France. Et lorsque vous cliquez sur les différentes rubriques, vraiment c'est très intuitif. Vous avez pour un piéton, pour un véhicule, et vous avez également la carte interactive. Prenons un exemple très simple qui m'est personnel. Moi, j'ai vraiment pas de chance. J'habite dans une zone rouge et je travaille dans une zone rouge. Mais voilà, c'est bien, comme ça vous pouvez tout tester. Exactement, mais c'est pour vous en fait. Moi, je m'immerge. Voilà. C'est gentil, ça c'est vraiment. Donc, grâce à ça, en fait, on peut vraiment voir en fait où est-ce qu'on se situe, et en fait, vous pouvez saisir une date également. C'est-à-dire, est-ce que je suis en zone rouge le 22 juillet, est-ce que je suis en zone rouge le 2 août. Ça c'est important parce que vous avez des épreuves en extérieur, typiquement le marathon. Le marathon, il part de Paris, il passe par Versailles, il revient. Donc en fait, ça va quand même avoir un impact sur beaucoup de personnes. Oui. Donc c'est vraiment très bien fait, et vraiment la préfecture de police, je salue le travail de la préfecture de police. Et testé par notre expert. Vous voyez, on a une vraie conscience professionnelle dans cette émission. Passejeu.fr donc pour regarder comment ça fonctionne. Sofiane. Je regarde la carte interactive en même temps. Votre zone verte, la zone grise, elle est un peu verte. Okay. Ça nous réconcilie tous les deux. Je vous assure qu'elle est un peu verte. Bon, très bien. On passe à une prochaine question pour Philippe. C'est Paul qui est agriculteur et qui nous dit: dans le contexte actuel, je jette l'éponge. Qu'existe-t-il pour accompagner un agriculteur en grande difficulté qui va mettre la clé sous la porte? C'est intéressant. C'est un vrai sujet. On a eu un focus il y a quelques mois. Oui, on a beaucoup parlé de la crise des agriculteurs et maintenant on en parle moins. On en parle moins. Il faut savoir qu'il y a quand même eu 1280, 1300 défaillances d'entreprises agricoles en 2023. 1300 entreprises agricoles. Alors il faut voir que un agriculteur, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur avec des conditions certes particulières, un attachement à la terre, un métier très particulier, et souvent aussi en plus une entreprise qui est familiale. Parce que souvent, c'est générationnel. On a suivi la trace des parents ou des grands-parents. Donc là, quand on jette l'éponge, nous, nos structures, on parle de portail du rebond, au sein du portail du rebond, que ce soit Second Souffle ou 60 000 rebonds, on peut accompagner les agriculteurs et on en accompagne. Mais ce qui est très important dans l'accompagnement des agriculteurs, c'est un accompagnement pair à pair. C'est fondamental. Nous, on a plutôt dans nos associations des chefs d'entreprise qui ne sont pas des agriculteurs, qui n'apporteront pas le même bénéfice pour ces agriculteurs et les aider à rebondir. Alors, il existe une solution, qui est une association qui s'appelle Solidarité Paysans, qui est composée de bénévoles agriculteurs ou anciens agriculteurs qui vont apporter un accompagnement, mais un accompagnement vraiment personnalisé et de pair à pair. Donc, n'hésitez pas, comme ils jettent l'éponge, à se rapprocher. Alors, il faut savoir aussi que les chambres d'agriculture ont aussi souvent des dispositifs en place pour les agriculteurs. Donc, il n'hésite pas aussi à se rapprocher de sa chambre d'agriculture. Ne restez pas seul. Sofiane. Après la vente et la clé sous la porte, voici venu le temps du rachat d'entreprise. On parle toujours des risques de racheter une entreprise au tribunal. Pourtant, il y a de nombreux avantages, nous dit Francis. C'est pas une question, mais une remarque à laquelle vous pouvez répondre. Il y a effectivement de nombreux avantages. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Il y a des entrepreneurs qui ont bâti leur succès sur la base de rachat d'entreprises en difficulté. Donc les avantages, c'est lorsqu'on connaît quand même ce métier de racheter une entreprise en difficulté, ou alors on connaît parfaitement l'entreprise qui est à vendre et on dispose du financement immédiatement pour la racheter. Pourquoi ? Parce que l'administrateur judiciaire va devoir vendre très rapidement cette entreprise, donc avec à la clé une belle opportunité et sûrement moins cher que sur le marché classique de rachat des entreprises. Sofiane. Une question pour Jenny Gauthier-Guillaume qui nous dit: je viens de quitter mon entreprise après 20 ans de salariat dans l'agroalimentaire. J'ai 40 ans, j'aimerais tenter l'aventure de l'entrepreneuriat. J'ai 10 000 idées en tête. Peut-on se lancer avec plusieurs projets ou se concentrer sur un seul en fermant des portes? C'est un peu comme le télétravail. Est-ce qu'on est multitâche? Choisir, c'est renoncer, non, Jenny Gauthier? C'est renoncer. C'est un peu le j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais quand même, mais j'ai peur. Enfin, voilà. Et c'est une bonne question. Souvent dans cette période-là, on va avoir des états fluctuants de l'entrepreneur. On va passer d'un état extrêmement euphorique où le champ des possibles est infini, la vie est géniale, superbe, on entrevoit plein de possibilités, et en même temps on va être après revenir à de la raison et se dire qu'on a plein d'inquiétudes et plein de doutes pour le faire. Moi, ce que j'y vois dans ça, c'est déjà que c'est normal. Quand on fait de la reconversion, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est normal de passer de ces différents états-là. Et pour moi, ils sont extrêmement bénéfiques quand on veut mener un projet qui est structuré. Je m'explique, quand on est euphorique, c'est génial pour entreprendre parce qu'on va prendre des risques qu'on ne serait pas capable de prendre en temps normal. Et en même temps, on a besoin de raison pour structurer notre projet. Alors une fois que ça s'est dit, quel choix il doit faire? Je pense que c'est le b.a.-ba d'analyser l'ensemble des projets qu'il pourrait avoir en tête et de les benchmarker sur le marché, sur ce qui existe, comment ils pourraient être innovants, comment ils pourraient apporter une valeur ajoutée sur le marché, et de confronter ça aussi avec ses propres forces.
à lui et ses compétences. Je prends un exemple. Si, par exemple, il veut développer un site internet dans la vente de produits pharmaceutiques, j'en sais rien, est-ce qu'il a la compétence développement informatique ou pas? S'il l'a, ça va vraiment faciliter son développement d'entreprise. S'il l'a pas, ça ne veut pas dire que c'est foutu, mais en tous les cas, il va falloir qu'il l'intègre dans son business plan pour aller chercher soit un associé, soit des futurs collaborateurs pour le faire. Une fois qu'il a fait ça, moi, je suis quand même plus dans l'hyper-focus. Vous savez, le fameux adage qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je pense que quand on entreprend, on a déjà suffisamment de sujets à régler quand on veut mener un projet d'envergure qu'il vaut mieux être hyper-focus dans ce projet-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être multi-entrepreneur, mais en tous les cas, on va mener projet après projet. À des moments où notre projet il est mature, on va en faire un autre. Mais quand on commence, je recommande l'hyper-focus et passer à l'action aussi très vite et d'aller, moi, si j'étais à refaire, je le referais plus vite, d'aller sur le marché très vite pour tester mon produit et sa valeur. Et en tous les cas, voilà, être dans l'action et l'hyper-focus. Philippe ? Je partage totalement ce que vient de dire Jenny. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on procrastine un peu parfois avant de passer à l'action. Et ça, c'est fondamental. L'autre point sur lequel je réinsiste à chaque fois, c'est quand on se lance, il faut aussi se faire accompagner. Il y a beaucoup d'associations à la création d'entreprises. On sait qu'une association qui n'est pas accompagnée, une entreprise qui n'est pas accompagnée par une association, à 3 ans, elle a une chance sur 2 de mettre la clé sur la porte. 50%. Ouais. Et ça passe si on est accompagné, 8 sur 10 sont encore vivantes à 3 ans. Effectivement, c'est un bon argument, ça change considérablement la donne. Voilà. On va répondre à la question du jour, Sofiane. Et oui, on vous demandait si c'est de la faute des recruteurs, la pénurie des cadres en France. Eh bien, vous dites, désolé, mes chers experts, plutôt oui, à 64% sur X, 61% sur LinkedIn et 67% sur Instagram. 2 tiers, 1 tiers, mais on espère que l'émission d'aujourd'hui vous aura tous réconciliés. Mais oui, on ne le prend pas mal et l'entreprise est en constante évolution, on va dire. La question de demain, Sofiane. La fin du mois approche et avec elle, la date fatidique du 31 mai. On vous parle souvent de ces congés payés. Allez-vous pouvoir poser tous vos jours d'ici après-demain? Vous répondez et on en parle demain avec nos experts du jour. Merci à nos experts justement d'être venus nous voir aujourd'hui. Geoffrey Fournier, DRH de Securitas Technologies, Jenny Gauthier, directrice générale du Mercato de l'Emploi, Philippe Fourquet, président de la Fédération des associations 60 000 rebonds et notre juriste Marie Téléchéa, avocate associée au cabinet Téléchéa Avocat. Merci à tous les 4 de vos conseils, de vos réponses pour nos auditeurs, téléspectateurs. Émission à retrouver en podcast, en replay sur notre appli et sur notre site dans les minutes qui viennent. On était ravis d'être avec vous encore. On se retrouve demain, nous, Sophia. Oui, vous pouvez retrouver cette émission et les 99 autres. Et quel bonheur de visionnage. Je vous l'ai pas dit encore, c'était la 100e. Je le redis une dernière fois. Allez, c'était la 100e. Et merci beaucoup de nous suivre tous les jours. Merci de vos questions et de votre fidélité. Passez une très bonne journée sur BFM Business. Parfait. Avec vous sur BFM Business.